Bonjour, venons maintenant au deuxième exercice du premier TD identification du MCK. Alors, je vous laisse lire les sujets sur le PDF comme d'habitude, mais disons en général les sujets, le deuxième exercice, c'est quoi? C'est un exercice d'identification d'un système d'espace d'état avec une méthode simplifiée. Où ce n'est pas une véritable méthode par sous-espace, mais c'est quelque chose qui lui ressemble. Et en fait, ça se base toujours sur les moindres carrés. Du coup, vous avez un fichier de données où vous avez en fait tous les vecteurs d'état mesurés d'une manière ou de l'autre. On imagine d'avoir pu mesurer tous les états, ce qui n'est pas forcément le cas dans la pratique. Dans la pratique, on a des mesures, mais on ne sait pas si ces mesures correspondent à l'état entier. Ici, on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas d'autre état au-delà de ce qu'on a mesuré. Du coup, on a cet état-là dans la variable x et un vecteur d'entrée dans la variable u. Vous avez le temps d'échantillonnage. Et la variable x est faite de manière à voir que x de lk contient la valeur de la lième variable d'état échantillonnée à l'instant k. Du coup, en fait, le premier indice vous indique quelle variable d'état vous indexez, la première, deuxième, troisième, quatrième, etc. Et k, c'est l'indice temporel. Du coup, on fait l'hypothèse de chercher un espace d'état sous cette forme-là, un espace d'état à temps discret. Et la suite, la démarche, c'est une méthode proposée, simple, je répète, pour retrouver les matrices A, B, C, D. Alors, on commence avec la première question. Prenez le temps de lire, en fait, comme d'habitude, comme j'ai dit pour l'autre exercice, la vidéo montre la corriger, mais vous pouvez essayer de le faire tout seul. Vous pouvez regarder, prenez le temps de lire le sujet, faire les essais, regarder la solution à l'écrit, si vous voulez, regarder le fichier MATLAB avec la solution, faites comme vous voulez, suggestion, un minimum d'essais vous-même avant de regarder la solution. Je ne dis pas que c'est simple à faire, mais au minimum, c'est bien de se confronter avec les questions avant de trouver la réponse déjà faite. Alors, première question, utilisez la commande load de MATLAB pour charger les données et visualiser avec la commande plot. Alors, il s'agit de quelque chose de très simple. Là, les données se trouvent dans le fichier tdid2.mat. Il faut se mettre dans le même dossier. Là, vous l'avez. Dans mon cas, sur mon ordi, on y est. Du coup, on peut lancer tout simplement la commande load. Je vais faire aussi un clear all pour effacer tout et je le relance ensuite. Voilà, et vous avez en fait ce qu'on a ici. Vous avez la variable u et la variable x, encore des vecteurs de taille 1001. Et le vecteur x en fait est de taille 3 fois 1001. Du coup, vous avez les trois entrées x1, x2, x3, les trois variables d'état pour 1001 échantillons. Ensuite, en fait, on nous pose la question quel est l'ordre du système? Très banalement, il s'agit d'un système d'ordre 3 parce que les variables d'état sont 3. Visualisation de l'état, où on peut définir le n, taille de l'état, et t, le temps d'échantillonnage. On peut faire ce qu'on veut. Regardons par exemple la variable u. Alors là, on peut utiliser la même commande qu'on a utilisée dans le cas précédent, avec la différence que cette fois, le temps d'échantillonnage est 0,05. Et du coup, on ira jusqu'à 5 secondes, c'est-à-dire 0,05 fois 1000 fois 50 secondes, avec un échantillon en plus pour tenir compte du premier et du dernier élément. Juste un peu de patience pour voir le diagramme qui s'affiche. Alors, ça c'est l'entrée. On ne va pas regarder la sortie, vous pouvez l'afficher si vous voulez. La question qu'il faut se poser quand on visualise l'entrée est est-ce que cette entrée est bien pour l'identification? Alors, c'est un signal un peu difficile à comprendre, mais pour comprendre ce que c'est, on va faire un zoom sur une partie.
En fait, si vous glissez un petit peu en haut et en bas, on voit bien qu'il s'agit en fait d'un signal qui alterne entre -1 et +1 de manière aléatoire. Du coup, c'est un signal pseudo-aléatoire qui est très bien pour l'identification d'un système dynamique. Du coup, ça ne nous inquiète pas. On l'a vu, on est content, on passe à la suite. Alors, sous l'hypothèse que le système est stable, ce système-là, on peut supposer que, question 2.3, que la limite de a puissance i pour i qui tend vers l'infini, i bien sûr c'est naturel, égale à 0. En fait, tout ça, je ne sais pas si c'est évident ou pas. Si le système est stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on est à un temps discret. Un temps discret, ça veut dire que les valeurs propres de lambda de la matrice doit être un module inférieur de 1. Okay? Et si on prend les puissances de A, en fait, si pour A vous avez lambda valeur propre, vous pouvez démontrer de manière très simple que pour A puissance 2, vous aurez lambda puissance 2 comme valeur propre. Et pour A puissance n, vous aurez lambda puissance n. Du coup, si le module est inférieur à 1, pour limite de n vers infini, en fait, la matrice tend vers quelque chose qui a des valeurs propres qui tend vers 0. C'est-à-dire, en fait, la matrice tend vers 0. Parce que si vous multipliez n'importe quel vecteur pour cette matrice, vous obtiendrez quelque chose qui tend vers 0. Du coup, la matrice est en fait 0. Du coup, cette matrice, cette propriété-là est assez simple à démontrer. Sinon, vous me faites confiance. Du coup, en principe, pour i qui tend vers l'infini, ça devient 0. Mais pour pouvoir s'arrêter plus tôt qu'à l'infini, on va supposer que déjà, à valeur de a puissance 5, on est presque à 0. Du coup, si on fait ça, on peut tout simplement écrire la valeur de x k plus 5 en fonction de uk, uk plus 1, uk plus 2, uk plus 3 et uk plus 4. Et ça, en fait, on peut le faire. Je vous laisse réfléchir en fait à comment on fait, mais en principe, il suffit d'écrire de manière récursive l'expression. Du coup, notre objectif, c'est d'écrire x de k plus 5. Alors, x de k plus 5 sera quoi? Bon, première itération de l'équation dynamique, x de k plus 5 sera égal à a x de k à l'instant précédent, k plus 4, plus b u de k plus 4. Mais de son côté, x de k plus 4 sera quoi? Ce sera a qui multiplie x a qui multiplie x de ax de k plus 3 plus b u de k plus 3. Voilà, plus b u de k plus 4. Du coup, on a a au carré x de k plus 3 plus a b u de k plus 3, voilà, plus a plus b u de k plus 4. Et encore, x de k plus 3 sera ax de k plus 2 plus b u de k plus 2. Du coup, on a a 3x de k plus 2 plus a au carré u de k plus 2 plus b, pardon, a au carré b u de k plus 2 plus ce terme-là qui reste, où il y a a b u de k plus 3 plus b u de k plus 4. On continue. Encore une fois, on remplace
x de k plus 2, voilà, A4 x de k plus 1 plus A3 b u de k plus 1 plus etc. 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 Ce sont les termes qu'on a ici. Je ne vais pas les réécrire. Et enfin, on remplace encore x, on est presque arrivé. On aura A5 x de k, pardon, x de k plus A puissance 4 b u de k plus les termes ici. On va écrire tout à la fin pour faire disons, le point, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à la 5, on peut dire que ça est environ égal à 0, du coup on s'arrête là, ce terme-là, on l'enlève et on reste avec A puissance 4 b u de k plus A puissance 3 b u de k plus 1, A puissance 2 b u de k plus 2 plus A puissance 3 puissance 1 pardon, b u de k plus 3, enfin plus A b u de k plus 4. Du coup, x de k plus 5 est fonction de u de k jusqu'à u de k plus 4 avec cette approximation qu'on a supposée. Ça, c'était la question 2.3, exactement celle-là. Du coup, si on écrit la matrice H, cette définition-là, on commence avec x de 6, parce que comme x de 6 va dépendre de, ça veut dire k égale à 1, si vous prenez 6, ça veut dire k égale à 1, vous avez qui va dépendre, x de 6 va dépendre de u de 1, 2, 3. Hein. On ne peut pas commencer avec k inférieur à 1, parce que ça veut dire qu'on a besoin d'avoir u de 0 ou u de moins 1, et je répète, les vecteurs à MATLAB commencent à être indexés par x de 1, u de 1, ce que c'est. Du coup, en fait, si on écrit cette matrice H avec toutes les colonnes, les colonnes X, l'espace d'état de 6 jusqu'à n plus 5, quelle sera la valeur de n? Bah, si le vecteur, l'élément final est n plus 5, du coup, on aura que n plus 5 égale à 1001. On a 1001 éléments, du coup, on peut trouver n tout simplement égal à 1001 moins 5, ça veut dire 9, 9, 6. Du coup, avec cette expression qu'on vous donne pour la matrice, on peut écrire en fait, l'expression de chaque valeur de x en fonction des u. En fait, on peut écrire sous forme espace d'état en fonction de la matrice A. Du coup, on va écrire les deux matrices du point 2.4 et 2.5 et on va voir. Si vous regardez ces deux matrices-là, qu'est-ce qu'on a? En fait, vous avez que x 6 égale à b u1 plus a b u2, etc. Non? Pardon, non, c'est a puissance 4 b u1, du coup, x6 égale a puissance 4 b u1 plus a puissance 3 b u2, plus, etc., etc., etc. Du coup, si on définit la matrice Q de cette manière-là, vous savez en fait que H égale à Q fois M. Je vous invite, si vous ne me croyez pas, à écrire toute l'expression complète et exécuter ces produits. C'est un produit matriciel, du coup il faut suivre les règles du produit matriciel. Bon, on va juste rentrer ces matrices-là dans MATLAB. Maintenant, c'est pas difficile. Du coup, la matrice H, c'est juste les colonnes de X de 6 jusqu'à la fin, ou jusqu'à n plus 5.
Hein, on a vu que n est, comme on vient de dire, 996. Et du coup, la matrice H, selon la notation de MATLAB, s'écrit de cette manière. Voilà, c'est une matrice très grande, hein, on ne peut pas l'afficher toute sur l'écran parce qu'il y a 996 colonnes. La matrice M. Matrice M, c'est une matrice dite de Hankel, si vous vous rappelez. C'est un peu plus compliqué à construire, il y a plusieurs manières de faire. Faites attention, c'est une matrice très très large. Et une manière de faire, en fait, c'est de la construire par ligne, parce que les lignes sont que 5. Il y a beaucoup de colonnes, mais seulement 5 lignes. Du coup, la première ligne va de 1 à n, ensuite de 2 à n plus 1. Du coup, vous voyez, on met les lignes les unes superimposées aux autres. Du coup, pour le mettre en ligne, il faut mettre un apostrophe. Vous voyez, ça c'est la première ligne. C'est très longue, mais il n'y en a que 5. Du coup, première ligne, point virgule, ça veut dire qu'on les met les uns sur les autres. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et là, vous avez la matrice M. Vous avez aussi une autre manière de le faire avec la commande Hankel qui est un peu plus compliquée. Du coup, je ne vous montre pas ça, mais vous l'avez sur votre corrigé. Ensuite, si la relation qui lie les trois matrices est celle-là, avec Q défini comme ça, on veut retrouver évidemment Q. Du coup, comment on fait pour retrouver Q avec les moindres carrés? Tout simplement, on regarde l'expression, si H égale à QM, il faudra multiplier à la droite par la pseudo-inverse de M pour trouver Q optimum au sens de moindre carré, celui qui minimise l'erreur d'estimation, disons l'erreur du fit de cette expression-là. Et voilà, du coup, à MATLAB, ça s'est fait avec la commande PINV, multiplier la matrice pseudo-inverse M à la droite de H, c'est bien à la droite. Et on va voir, du coup, cette expression-là nous donne, en fait, il ne nous donne pas la matrice AB, mais il nous donne, en fait, cette matrice Q qui est A4B, A3B, A2B, AB et B. Et qu'est-ce qu'on veut faire là? Ensuite, on veut trouver A et B, justement. Mais B, si vous voulez, elle est la dernière colonne de cette matrice. Du coup, là, vous la voyez, B pourrait être celle-là. Pour trouver A, en fait, il faut découper cette matrice, comme vous voyez sur cette expression-là. En fait, si vous prenez, regardez bien, les premières 4 colonnes sont égales aux dernières 4 multipliées par A. Vous le voyez là. Prenez le temps de le voir. C'est pas compliqué, mais il faut se rendre compte. Okay? Du coup, en fait, ça c'est une autre expression au sens de moindre carré. Si on multiplie cette matrice-là à droite par la pseudo-inverse de celle-là, on retrouve l'estimé de A. Multiplie celle-là à droite par la pseudo-inverse de celle-là. Et tout ça, on le fait avec cette commande ici. Là aussi, prenez le temps peut-être de visualiser ce qu'on vient de faire. C'est pas difficile, mais peut-être il faut se rendre compte. Du coup, ça c'est la matrice, la dernière colonne, du coup à partir de la colonne 2 jusqu'à la fin. Colonne 2 jusqu'à la fin. Vous voyez, on a fait la pseudo-inverse multipliée par colonne 1 jusqu'à la fin, moins 1, du coup la avant-dernière colonne, et vous trouvez l'estimé de A. Par contre, la B est juste la dernière colonne de cette matrice Q. Du coup, on a trouvé une estimée de A et B. Vous pouvez même vérifier les valeurs propres de cette matrice A pour voir si c'est vraiment que c'est stable. Et en fait, elle est stable. Les valeurs propres sont à module inférieur de 1. Et en fait, si on fait la puissance, la cinquième puissance de A, vous pouvez vérifier que les valeurs propres sont vraiment petites. Voilà. C'est clair, ils ne sont pas 0, mais c'est une approximation, on est bien d'accord. Dernière question, utilisez la commande SS pour définir le système 2 avec les valeurs de A et B trouvées. On va choisir une matrice C et D données. Là, évidemment, vous voyez directement l'état entier, du coup, il n'y avait pas de sortie Y. Ensuite, on utilise la commande D to C, discrete to continuous, pour trouver un système équivalent à temps continu.
On visualise avec la commande baud et on vérifie l'hypothèse initiale selon laquelle le système est stable. On l'a déjà vérifié à temps discret, on va le revérifier à temps continu. En tout cas, les commandes pour définir le modèle à temps discret sont là. Du coup, c'est la commande SS. Je vous invite encore à visualiser l'aide pour comprendre comment ça marche. Du coup, normalement, on met des matrices A, B, C, D et les temps d'échantillonnage. Si vous ne mettez pas d'échantillonnage, ça veut dire que c'est un système à temps continu, mais là, on est à temps discret, du coup, il faut le mettre. Et ensuite, là, on a une simulation, par exemple, il y a qu'on peut visualiser, si vous voulez, pour voir si on retrouve le même modèle. Ce n'est pas forcément demandé de manière explicite, on peut le faire, mais la chose qu'on a demandé de manière explicite, c'est de faire la version à temps continu, qui est celle-là. Et si vous voulez, on peut, le modèle à temps continu, on peut regarder les valeurs propres. Et là, à temps continu, on connaît la règle, ça doit être partie réelle inférieure à 0. Et là, vous voyez, les parties réelles des valeurs propres sont inférieures à 0. Du coup, on a fait, c'est qu'on on a vérifié que le modèle est en fait stable. Si vous voulez visualiser la figure pour valider le modèle, pour comparer l'état recréé avec l'état mesuré, disons, ou la mesure recréée avec la mesure mesurée, on va faire celui-là. Juste la patience de voir la figure apparaître. J'ai oublié un truc et il va arriver. En tout cas, vous avez la corrigée écrite. Voilà, ça c'est la figure. Du coup, il y a la sortie Y H qui est la sortie recréée et Y est la sortie vraie, disons. C'est juste multiplier l'une par l'autre. Là, vous voyez, il n'y a pas de grosse différence entre les deux, mesurer et recréer. Vous pouvez générer ces figures vous-même sur MATLAB. Et là, le diagramme de Bode, ça ne dit pas grand-chose en tout cas. Voilà, ça c'était le deuxième exercice et merci pour votre écoute.